Oups, je me suis trompé. C'est juste que c'est la fin du monde. Qu'est-ce que Mais c'est bon, on est proche de la fin du mois de septembre aussi. Et on va commencer octobre qui est à notre porte après ce... Combien 58e septembre à peu près, je crois. Environ. Ce mois de septembre, il m'a paru plus long que mes 2 mois de vacances cet été. Enfin, les 2 mois d'été. Ouais, c'est souvent C'était très long. C'est souvent ce ressenti-là. C'était très 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 long. Titre. Non, il n'est pas fini, il reste encore 2 jours, quoi. Ah, putain, c'est vrai, merde. Enfin non, une journée. Ah, je sais pas, je suis même... Deux. On est le 29, il Attends. reste... bah si, il reste Il le reste 30, aujourd'hui et puis c'est- demain. c'est- Bah, enfin, oui. Voilà. un Aujourd'hui jour. n'est pas fini, attention. Aujourd'hui n'est pas fini. On peut C'est un peut-être titre de dormir et Jim se Morgan. réveiller, ce sera encore le 29 demain. Oh, le réveil de la marmotte. Exactement. On va jamais s'en sortir de ce mois de septembre. On va Oui, il jamais m'a s'en pas paru sortir. si long. Hein. Après, on est parti, on avait 10 jours en vacances. Nous, Ouais, c'est voilà, pour il y a ça. des gens qui partent en vacances en septembre, ça aide. Ça aide. Ouais, mais même avec les vacances, c'est long. Oui, parce que Ouais. moi aussi je suis partie en vacances et je trouve que c'est long. T'es le seul à pas être parti en fait en minorité. Bon, par contre, Donc ce qui toi, n'est pas c'est long, ressenti 2 ans. ce qui n'est pas long, c'est le vrai générique par contre. Ah. Lui, il n'est pas très très long. Je vais te dire un message qui m'a perturbé sur le WhatsApp. Bon, bref, j'aurais pas dû lire. Je devrais pas lire C'est pendant de ma faute. l'enregistrement. Voilà. Bon, c'est l'hebdo de Culture Club Sandwich, l'épisode 44. Et oui, 44, ça fait déjà beaucoup. C'était moins impressionnant quand on disait saison 1, saison 2, épisode quelque chose. Là, on va avoir des trucs Ah bah qui ouais, vont être c'est sûr. épisode 100. Ça va être bizarre. Bref, avec moi pour cet épisode, il y a Sarah, Salut. Olivier, Salut. Salut. Elodie. Salut. 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 Des bonnes dumber quoi. Alors, j'ai pas pensé à Double Number, et toi j'ai pensé, je sais pas si tu as joué à Warcraft, le jeu de stratégie, Évidemment que non. Enfin. parce que dedans il y avait un péon que tu envoyais travailler, et quand il avait fini de travailler, il disait « Job done J'adore. ». C'était à peu près la même voix. Donc voilà, tu es un péon de Warcraft. Et bah c'est super. Eh ben c'est super, dis donc. Je suis ravie. Voilà, on commence bien cet épisode après avoir discuté du mois de septembre qui paraît long, ou plus ou moins long selon les personnes. On va parler de choses qui font un peu, comment dire, changer les idées. On va essayer un minimum quand même, parce que comme le dit R.E.M., groupe que je n'aime pas, mais bon, le morceau était tout trouvé. C'est la fin du monde comme on le connaît. Mais je pense qu'on peut juste enlever le comme on le connaît. C'est la fin du monde, point. Je voulais mettre la version de Homer Simpson, mais j'ai pas réussi à la trouver dans une bonne qualité. Tant pis, ce sera moins drôle. Bon, à part ça, comment allez-vous bien? Ah, Moi, ça va. Pour Ouais. des gens qui Super. vont disparaître, oui, c'est bien. On est bien. Comment ça pour les gens qui vont disparaître? Vous avez vu Parce mon que blousque de dépression c'était- de dimanche? Parce que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Youpi. Tout doit disparaître. Tout à 2 balles. On va tous être vendus à 1 euro. Bon, Exactement. on parle pour toi, hein. Moi je suis un peu plus, à moins 1,50 €. 1,50 €. Peut-être parce que t'es une fille. C'est l'inflation. L'inflation. Ouais, bah super. Ah, Inflation. l'inflation. Juste après, là, c'est parce que t'as une fille. Je dis, c'est l'inflation. Bravo. C'est sale. Me Too podcast. Oh. Je cancel à l'épisode 44. Et merde. Ça aura pris du temps quand même. Hein. 10 ans. Avant de se faire En cancel. même temps, Oh, 44, quoique. quand tu multiplies par 2, ça fait 88, qui est le nombre des nazis. J'ai envie de te dire, c'est quand même assez Tout logique. est lié. C'est un complot. Et t'as essayé vachement vite pour trouver cette. ça. ce rapport-là. Ça veut dire qu'on est à moitié nazi seulement. Oui, Bon bah ça va. on est On na, est naze. ou on est zi. Voilà, on est zi. Le pas 44. Bon, ça va être long. Ah ben. Mais bon, Titre. Bon, non mais bon.
Bon, par contre, est-ce que la recommandation d'Olivier, est-ce que c'est long mais bon? Oui. Désolé, Et ben, on va continuer dans le bizarre parce que je vais vous parler d'Ariel Dombal. Qu'est-ce qui est plus long que d'avoir le doigt coincé dans une porte? Écoutez Ariel Dombal. Et ouais, bah, je vais pas vous demander d'écouter Ariel Dombal, je vais vous demander d'écouter un grand ami d'Ariel Dombal qui s'appelle Nicolas Kerr et qui est le leader du groupe Pony Hawks, mais qui a aussi fait une carrière solo avec Son frère I Don't. Oui. Et non, là c'est plus le breton, c'est K-E-R. C'est voilà, donc c'est pas tout à fait pareil. Et donc oui, et donc il a fait un album, il a commencé une carrière solo avec un album sublime qui s'appelle Les Faubourgs de l'Exil. Et en fait, c'est un musicien moi que j'adore, vraiment probablement l'un des musiciens que j'aime le plus. Et que je dois dire, j'ai commencé par Ariel Dombal parce que je dois dire que je l'ai découvert grâce à Ariel Dombal. La roman servi à ça. Puisque ils sont amis, ils étaient amis et elle parlait de lui dans une interview en disant de lui que c'était le dernier rocker à la voix d'or. Donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est qu'un rocker à la voix d'or pour Ariel Dombal? Et donc je suis allé écouter Nicolas Kerr et j'ai découvert un truc auquel je m'attendais pas du tout. J'ai découvert un artiste total et totalement habité par ce qui chantait. Et effectivement, il avait une voix d'or. Et donc, je remercie chaleureusement Ariel Dombal pour m'avoir fait découvrir à la fois le musicien et à la fois le groupe Pony Hawks, que je ne connaissais pas. Parce que j'ai été vraiment happé par sa musique et sa voix vraiment à la première écoute. Sa musique, sa voix qui sont tour à tour fragiles et graves, mais qui sont extrêmement vibrants, les deux. Nicolas Kerr, c'est donc un artiste français qui est né à Phnom Penh, au Cambodge, qui a grandi au Caire, qui a grandi aussi à Istanbul. Et en fait, toute son œuvre, c'est le fruit de cette multiculture. Mais c'est avant tout un gros romantique tourmenté. Le problème, c'est qu'il avait un romantisme alcoolisé et que ça l'a emmené dans la tombe en mai 2021. Malheureusement, c'est quelqu'un qui aura connu tous les excès, qui aura essayé beaucoup d'expériences qui ont été sa perte, puisqu'il est mort à 50 ans, mais qu'il aura toujours su transmettre dans ses chansons, et c'est ce qui fait que ses chansons sont vraiment différentes de ce qu'on peut entendre, notamment dans la chanson française, sachant que la plupart du temps, il chante en anglais. Je vous parlais de sa voix au tout début, de sa voix d'or. C'est vraiment la première chose qui saute aux oreilles quand on l'écoute. En gros, vous mélangez Nick Cave, Leonard Cohen et David Bowie et vous obtenez le timbre hypnotique qui vraiment... De quoi? Tu mélanges Nick Cave, Cohen et Bowie, ça fait Kevin. Voilà. Bah, c'est presque ça, c'est Kerr, tu vois. Ça commence pareil. Et ouais, c'est vraiment une voix qui m'a vraiment chopé à la première écoute, qui m'a jamais lâché. C'était vraiment l'expression pure de ses tourments, avec tantôt des accents de quelqu'un de très écorché, tantôt des moments très lyriques, tantôt des moments mélancoliques. Et du coup, je vais juste vous faire écouter un petit extrait. Donc, c'est l'extrait numéro 1. Et c'est un extrait de son album solo qui s'appelle Les Faubourgs de l'Exil. Donc, je vous disais ça tout à l'heure. Et là, c'est le titre qui porte le nom de l'album. Et vous allez entendre un petit peu les notes à la fois de Bowie et de Leonard Cohen dans cette chanson. So sing me a song, my radiant child, my child from a broken home. There'll be joy to have and sadness to hide on a way to claim the crown. Said the angels to come with a smile and set them on overload. See the fire before it explodes through the
house of exile. Comme je regarde Sarah. Je peux pas régler le son et on t'entend pas. On Mais, t'entend pas. Je disais, mes tympans ont explosé. Ah, oui, Pourquoi? mais C'était trop fort? C'était fort et du coup, j'ai été très surprise. Comme j'ai mis mes AirPods, c'est pile dans le... Je vais voir si on le change. Je pense là, ça qu'on va pourra quelque faire une vidéo de ma tronche au ralenti. chose. Ça m'a fait rire, c'était... Vraiment, Ah oui, c'est comme si je m'étais pris le Space Mountain qui monte comme ça, là. Non, mais c'était le son THX. Vous êtes sourd à présent. Oh On va tous finir sourds. C'est pas le but. En termes de musique, le style de ses compositions, que ce soit avec son groupe Ponyhawks ou en solo, c'est à la fois très varié et en même temps, c'est un style très affirmé qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. En fait, c'est un gars qui était capable de mélanger, je vous ai parlé de son côté multiculturel. C'est un gars qui est capable de mélanger plein de styles dans un même morceau. Et donc, peut y avoir des notes de musique asiatique, peut y avoir des notes de punk, peut y avoir des notes de new wave, peut y avoir des notes de folk, peut y avoir des notes... Enfin, voilà, c'est vraiment un mélange de tout et au sein même d'un même morceau. Et pour vous faire comprendre un petit peu ça, je vais vous faire écouter un extrait de Involutive Star, qui est le 4e morceau du premier album de Ponyhawks. Donc le premier album de Ponyhawks s'appelle Ponyhawks. Et vous allez entendre justement ce mélange, ça commence avec des notes punk et ça finit avec un côté plus New Wave, Joy Division. Et je trouve que enfin, les deux se marient à merveille. Donc attention les oreilles, ça part très fort puisque ça part en punk. J'essaye de baisser le son, on va voir si ça marche. Donc déjà, vous avez vu que là, déjà en un morceau, il y a 2 morceaux. Et par rapport au premier morceau que je vous avais fait écouter, il y a déjà une grosse différence de tonalité. Et il y a une autre facette de son travail, c'est la trance. C'est quelqu'un qui va avoir aussi une capacité à créer des morceaux de pure trance. Un petit peu à la Jim Morrison, avec juste un petit fond musical et juste la voix qui va asséner des paroles de manière presque transcendantale. Et vraiment, c'est un gars, c'est un artiste totalement impliqué dans ce qu'il faisait, totalement. Il n'était pas là pour copier du Jim Morrison. Leurs travaux se ressemblent, mais parce que en fait, ils se retrouvent dans le style d'artiste qu'ils sont eux-mêmes. Et donc là, je vais vous faire écouter un nouvel exemple qui, encore une fois, est très différent des 2 autres. Et c'est un extrait, encore une fois, de Ponyhawks. C'est sur leur 2e album. Et le morceau s'appelle The Paper Bride. Et qui est... Non. Il s'est lancé trop vite. Avec ce morceau-là, j'ai l'impression que j'étais dans un épisode de Findings de Feld Up. Je connais pas. Il fait des trucs étranges, en général sur Internet, etc. Des trucs un peu horreur. Et c'est le genre de morceaux qu'il aurait pu retrouver sur une cassette. Ah ouais. On dirait Bauhaus, quoi.
Ah ouais, mais moi je trouve ça vraiment étonnant d'abord pour un artiste français, c'est vraiment des sonorités qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre dans les artistes français. Et surtout, vu la qualité de ses productions, je trouve ça dingue que ce gars soit resté aussi finalement underground en termes de popularité. Euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais été connu, alors que c'est probablement un des plus grands talents qu'on a eu dans le rock français ces dernières années. Mais c'était aussi, en fait, c'était quelqu'un qui cherchait jamais la célébrité, qui était vraiment totalement impliqué dans son art, qui créait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, c'est vraiment le poète maudit par excellence, mais pas le poète maudit qui crée son image à travers ça. C'est-à-dire qu'il était fondamentalement comme ça. Et c'était un artiste qui était totalement habité par ses obsessions, qui transformait ses excès, qui transformait ses tourments, qui transformait ses blessures dans une musique assez brute, parfois sensuelle. Il y a des morceaux qui peuvent être un petit peu dérangeants, qui peuvent nous faire sortir des sentiers battus. Mais le point commun de tout ça, c'est que ça reste des morceaux qui sont très beaux, quoi. Et c'est une beauté qui est sur un fil tout le temps, et qui, moi, personnellement, à la fois sur certains morceaux, parce qu'il y a des morceaux très électro aussi, il fait venir, notamment chez Pony Hawks, il fait venir d'autres artistes pour avoir une autre voix aussi qui lui répond. Et ça peut donner des moments à la fois dansants, à la fois très introspectifs. Et voilà, moi c'est une musique que j'aime beaucoup écouter au casque, parce qu'il y a plein de nuances, il y a plein de comment dire, c'est à la fois simple et complexe. Et je trouve que c'est vraiment un artiste dont on n'a pas assez parlé, et qui a souvent été réduit à la fin de sa vie à son amitié avec... parce qu'il a fait les 3 derniers albums qu'il a fait, c'est 3 projets avec Ariel Dombal, et donc évidemment on l'a beaucoup Attaché. ouais, à ça, alors que en fait avant Pony Hawks, il y a 4 ou 5 albums, et puis en solo il y a ce magnifique Faubourg de l'exil, qui est absolument magnifique. Je vous conseille la chanson Rainbow in America sur cet album-là, qui est, à chaque fois qu'elle tombe dans ma playlist Spotify, je m'arrête de travailler pour l'écouter. Et voilà, moi c'est vraiment un gars que j'aime beaucoup. Aller découvrir son travail, je pense que le travail de Pony Hawk, c'est peut-être plus accessible, parce qu'il a des sonorités un peu années 80, un peu plus dansant, peut-être plus varié. Son travail solo est beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus tourmenté, donc c'est moins mainstream, quoi. Mais allez écouter une oreille, parce que là je vous ai passé 3 extraits, mais je vous jure, il y a une multitude de choses à aller écouter dans son travail, et vous allez passer vraiment un moment musical assez étonnant, quoi. Voilà, donc Nicolas Ker, K-E-R, à rechercher, donc, si vous voulez quelque chose d'un peu différent au niveau musical. Si vous voulez quelque chose d'un peu différent au niveau télé, par contre, Elodie, je vois que dans ton récap, il y a des bêtes sexy. Oui, moi je vais vous parler d'une série qui coche pas mal de cases pour moi, et donc les bêtes sexy, c'est donc Sexy Beast. Ah, la une comédie série, donc. plutôt, ouais. C'est dispo sur Paramount+, et comme chacun sait, ou devrait le savoir d'ailleurs, je suis une grande fan de films de braquage. C'est probablement mon genre préféré. Moi, si vous me donnez des plans foireux, des coffres à percer, des trahisons entre potes et des valises pleines de cash, d'ailleurs, donnez-moi des valises pleines de cash. Si j'ai tout Ouais, ça, moi, je suis moi au vent. je prends juste les valises pleines de cash, moi. Oui, le reste, ça va.
Alors, Sexy Beast, c'est quoi? En fait, c'est une préquelle au film Sexy Beast que je n'ai pas vu. Donc, je ne vous ferai pas la comparaison, mais du coup, ça m'a donné envie de regarder le film. C'est une série britannique qui nous plonge dans l'univers du crime organisé, mais avec une approche assez stylée. On suit le personnage de Galdov, un ancien voyou qui essaie de raccrocher. Sauf que c'est compliqué, puisque tout son entourage est composé de gens qui pensent que retraite, c'est un mot pour les faibles, et de toute façon, ils sont tous dans le milieu. Voilà, c'est tous des petites frappes. Et l'histoire se passe dans les années 90, donc ambiance un peu rétro, costard mal taillé et téléphone à clapet, voilà pour l'ambiance. Le tout avec une esthétique très léchée et une bande-son des années 90 qui claque. Alors les années 90 british, pas les années 90 françaises, c'est pour ça que c'est mieux. Ce que j'ai aimé, c'est que ça ne se contente pas d'être une série de gangsters classiques, parce qu'il y a aussi de l'émotion, du rire et des dilemmes moraux, et il y a même un peu de romance, parce que même dans un monde de truands, on peut avoir aussi des papillons dans le ventre, voilà. Les personnages sont bien écrits, ils sont attachants, ils sont parfois, très souvent, complètement siphonnés, mais toujours très crédibles, et on a des dialogues très bien écrits, ça fuse, ça pique, ça fait sourire, c'est très rythmé, c'est vraiment de la comédie de braquage avec quand même un fond un peu tragique et un peu violent et parfois très dégueulasse. Mais ça passe très bien, c'est en 8 épisodes, c'est un bon petit cocktail. Il y a vraiment une bonne dose de tension, il y a une pincée d'humour noir, il y a quand même un gros zeste de nostalgie. Et donc si vous aimez les histoires de braquage avec du style et des personnages qui ont du chien, foncez. Et si vous n'aimez pas les histoires de braquage, vous avez le droit de vous tromper. Voilà. Ok, très bien. Je m'attendais à ce qu'on se fasse insulter. Non. Et alors, du coup, Sexy Beast, c'est le film de Jonathan Glazer, Oui. Ah oui, Jonathan Glazer, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui avait fait La Zone Sexy d'intérêt. Beast. Et La Zone d'intérêt, donc. Voilà, c'est pour ça que je... Je m'attendais pas du tout à ça. Bah ouais. Ah ouais, le mec, il a une filmo, c'est comme le gars qui a fait Stuart Little et je sais plus quel film d'horreur Ah bah, il affreux, là. y a George Miller qui a fait Beb le cochon et Mad Max. Ah oui. Mais je crois qu'il y avait encore pire. Bon, je vais aimer les cochons et les Stuart cochons. Little, je il y retrouve. avait... Attends, je sais plus qui c'est, mais effectivement... Rob il y avait, Minkoff qui a fait Stuart Little et... Ça doit pas être lui. Non, ça doit être le scénariste de Stuart Little. Enfin bref, écoutez, c'est encore des gens qui font des trucs de ouf, quoi. Ah oui, Night Shyamalan, pardon, en fait. C'est le scénario de Stuart Little, c'est Shyamalan qui a fait comme ça. C'est peut-être le seul que j'ai compris d'ailleurs. Mais, Il y a peut-être un twist qu'on ne connaît plus. un truc qu'on n'a pas saisi. C'est ça. Ouais, bon, on parlait de Sexy Beast. Est-ce que tu considères Chino Moreno comme une Sexy Beast? Moi, Non. c'était pour moi la question. Oui. J'ai Oui. vu le truc arriver. Sexy Big Beast quand même. Est-ce que c'est une introduction Oh. Oui, mais ce n'est pas une critique, hein, bien au contraire. Non, parce que je sais, oui, parfois c'est un peu à la limite de la critique. Avec, Non, ces non, dernières années avec je les films. l'adore. Je l'adore dans toutes ses formes et toutes ses tailles. Mais j'imagine que c'est une intro pour Marocco. Ben oui, mais en même temps, je t'ai fait une intro alors que tu as dit en dernier. Oui, mais c'est bon, j'ai fini entre-temps, donc c'est bon, je suis prête. Pour Je parler... voulais faire la transition entre Sexy Beast et Chino Moreno, je suis désolé. Oui, bah écoute, c'était une excellente transition. Moi, je vais vous parler du dernier album des Deftones qui est sorti le 22 août dernier, qui s'appelle Private Music, et qui est sorti... Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont écouté ici, Fred? Oui. Non. Oui. Olivier, il n'a pas eu le choix parce que je l'ai mis dans la voiture. Non, mais je l'avais écouté avant. C'est célèbre. Et donc, il est sorti 5 ans après leur dernier album qui était Homs. Et là, ils reviennent vraiment avec un nouveau disque qui est complètement maîtrisé. Tout en évitant de tomber dans la redite. Alors, c'est produit par Nick, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Nick Raskulinevich.
je pense que c'est ça, qui était déjà derrière Diamond Eyes Sans et doute. Kono Yokan. Et donc c'était un album là qui était vraiment hyper attendu, forcément, il y a une tournée qui va avec. Et le résultat, moi, je trouve, est vachement à la hauteur. Le premier single qui s'appelait My Mind is a Mountain nous a plutôt mis sur la voie d'un grand album avec des guitares hyper puissantes, une atmosphère, une ambiance hyper atmosphérique comme on a l'habitude avec Deftones. Et en fait, tout le reste de l'album confirme vraiment cette impression. Il y a à la fois des morceaux hyper percutants comme Love Club qui sont hyper directs, hyper agressifs, mais aussi des titres planants comme ils ont l'habitude de faire, comme Milk of the Madonna par exemple, ou le dernier album, ou le dernier morceau de l'album qui s'appelle Departing the Bodies et qui pour le coup clôt vraiment le disque avec une dimension assez dingue, digne enfin vraiment hyper cinématographique. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans cet album, c'est la production, c'est hyper soigné, très nuancé, contrairement à Homs, je trouve. Et pour autant, c'est pas lisse du tout. On ressent la rugosité qu'on leur connaît et qui fait leur force. Et là, il y a vraiment plein de détails. Alors, je l'ai écouté à plusieurs reprises dans plein de contextes différents. Et je vous conseille d'essayer de le découvrir si vous pouvez au casque et avec dans le noir, les yeux fermés, vraiment pour découvrir toutes les strates des morceaux et toutes les couches du disque, parce qu'il y a vraiment des nappes, des bouts très discrets, des textures qu'on découvre au fur et à mesure, et c'est à la fois violent et doux comme ils ont l'habitude de faire. Alors il y a eu beaucoup de critiques sur le disque, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que ça manquait un petit peu d'audace, que ça prenait pas d'énormes risques. Moi je trouve que c'est un petit peu ce qui fait leur force pour le coup, parce que là ils veulent pas réinventer la roue, ils consolident leur son, ça fait 20 ans qu'ils façonnent quand même leur signature, et là ils le font vraiment avec maturité. Et j'ai aussi trouvé que c'était un album qui était beaucoup plus métal et qui revenait un petit peu plus aux sources de ce qu'ils faisaient justement à leur début, et ce qui à mon sens en fait vraiment un des meilleurs du groupe. Donc j'ai été très agréablement surprise. C'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, c'est dispo en vinyle, en disque, en tout ce que vous voulez. Alors attention pour les gens qui comme moi ont la phobie des serpents, ne regardez pas la pochette parce qu'il y a un gros serpent sur un fond vert, c'est horrible, mais bon, ça ne nous empêche pas de découvrir la suite quand même des morceaux. Mais non, franchement, c'est un album qui, moi, en fait, m'a agréablement surpris parce que Homs, en fait, j'en ai pas gardé un super souvenir. Moi, je l'ai oublié. Et en fait, cet album-là m'a fait l'effet que le dernier de Korn, donc de Nothing, m'avait fait. C'est-à-dire que j'avais eu une période où il y avait Korn, c'était plus ce que c'était, en tout cas pour moi. Et au moment où ils ont sorti cet album-là, je me suis dit, ils ont été rechercher les origines, ils ont été plus loin encore, plus dans la maturité. Et là, clairement, moi j'étais vraiment curieux quand je l'ai vu débarquer, parce que, pour être franc, en fait, il a un peu débarqué comme ça, pouf, j'étais pas au courant, j'avais un peu lâché l'affaire, alors que j'aimais beaucoup le groupe. Mais Homs m'avait tellement fait un souvenir mauvais que je fais ok, c'est bon. Ils feront plus rien, il est sur son truc cross, et il fera autre chose comme ça, et puis c'est tout. Ouais. Mais je l'ai même pas réécouté tant que ça, Homs, hein. J'ai dû l'écouter 2 fois, je pense, tellement il était déceptif, et enfin c'était pas un grand album, quoi, enfin pour le coup. Mais là non, vraiment celui-ci, et du coup je suis un peu deg de pas avoir pris de place parce que en fait, j'ai essayé, j'étais dans les premiers c'était donc Forêt Nationale à Bruxelles. Et je regardais, je me suis dit, je vais voir un peu combien ça coûte, mais sold out directement. C'est comme ça. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a même plus besoin de se préoccuper du prix des concerts. De toute façon, c'est sold out au bout de 2 secondes. Donc, ah oui, mais c'est ça. Au moins, on n'a pas à se prendre la tête avec le prix. Hein. Non, c'est clair, on n'a pas... on n'a même pas le temps de se prendre la tête. Effectivement. On va passer, je vais faire rapidement moi les sorties jeux vidéo. Parce qu'après, de toute façon, en fait, moi, j'ai plus grand chose à dire, à part parler rapidement d'une démo. Le mois d'octobre, c'est pas mieux que le mois de septembre au niveau sortie. Je suis désolé pour vous, c'est comme ça, c'est la vie dans les jeux vidéo. Mais ce mois-ci, il y a Ghost of Yotei, donc la suite de Ghost of Tsushima qui arrive en fait, le 2 octobre.
Donc ça, c'est quand même un truc à noter. Ensuite, il y a des choses comme 2XKO, qui est le jeu des créateurs de League of Legends, un jeu de combat où on se joue en 2 contre 2, et donc où on peut, chaque joueur peut être 2 équipes de 2. C'est un peu curieux, mais pourquoi pas. Moi, dans la liste, je regarde Kingmakers, parce que ça a l'air d'être un truc un peu con, où en gros, on est en voyageur temporel, envoyé 500 ans dans une Angleterre médiévale, avec pour but de changer le cours du temps, et en gros, on se retrouve contre des chevaliers avec des mitraillettes et des trucs comme ça. C'est complètement débile, c'est turbo débile, donc ça c'est cool. On a aussi Little Nightmares 3 qui arrive, donc c'est un jeu d'horreur avec des petits enfants enfermés dans des trucs un peu bizarres, c'est très 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 flippant. Mais il y a aussi Battlefield 6, parce qu'on n'a pas assez de la guerre, hein. Donc La bagarre. du coup, on en rajoute, on en rajoute ce 10 octobre, donc un mois avant Call of Duty Black Ops 7. On va voir s'ils arrivent à se faire un petit trou là-dedans, justement, sachant que Electronic Arts, petite info en plus, vient d'être complètement racheté par un truc de Trumpiste et le truc d'Arabie Saoudite. Donc ça pue du cul pour C'est les quoi ce employés de chez camoulox? Electronic Arts. Un truc Trumpiste d'Arabie Saoudite? En fait, il y a la... C'est un conglomérat de. Ah oui. Ouais, c'est un conglomérat de plein de trucs, et en fait, c'est la fange, plus une poire à lavement. Ok. Donc voilà. Non, justement, la poire à lavement, ça lave. Que là, Ouais, non, c'est sur du chocaca alors. Pour rester dans les notions South Parkiennes. Juste pour la blague, il y a Snoopy pour toi, Elodie, le 10 octobre, Oui. voilà, qui arrive. Snoopy and the Great Mystery Club. Donc en gros, un jeu Nouveau où film on de va Rian Johnson. faire des enquêtes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis prêt à regarder. Hein. Il y a Legend Pokémon Z et A qui arrive sur Switch et Switch 2 le 16 octobre. Non, mais aussi. Pokémon, il y a un nouveau jeu tous les mois. On n'en parle Ouais, pas, et- mais c'est un et truc en de ouf. général, Et en général, ils sont tous pourris, mais les derniers. Ça, je Donc ne sais c'est un pas. peu dangereux. Mais Voilà, il y a combien de Jurassic Pokémon? World Evolution 3, donc le jeu de gestion de parc Jurassic qui arrive le 21 octobre. Oui, il en a déjà 3e. Voilà. Moi, si je joue à ce genre de truc, la Terre est foutue, quoi. Donc, Ah, bah, il y aura écoute, des dinosaures partout dans le monde. Écoute, on va prendre le pari, on va te faire jouer au jeu, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est la fin de la Terre. C'est la fin de la Terre. Il y a Keeper, un jeu de Double Fine qui arrive le 17 octobre 2025 où on incarne un phare qui bouge un phare et breton? qui est dans une... si tu veux, mais il est sur une île post-humaine et il est guidé par un oiseau marin qui en fait va lui demander d'explorer un peu l'île là où il était figé. On a Ninja Gaiden 4, donc un jeu où on souffre beaucoup, mais vraiment beaucoup, qui sort le 21 octobre 2025. On a Bloodlines Vampire the Masquerade 2 qui arrive enfin le 21 octobre après des années de problèmes de développement. Donc en gros, il va sortir et c'est dangereux pour le studio et pour l'éditeur. On a Dispatch, et ça par contre, ça moi j'ai vraiment très très hâte, c'est le 22 octobre, c'est un jeu point and click d'aventure par les anciens de Telltale. Donc Telltale, ils avaient fait les Walking Dead entre Ah oui. autres, ils avaient fait Walking Game Dead of Thrones, Clementine ou- aussi, tout ça là. Exactement, Ouais. c'est eux qui avaient fait ces jeux où il y avait des choix à faire. Et là, j'avais fait la démo où j'en avais déjà parlé. En gros, on est un ancien super-héros un peu déchu qui est au dispatch des super-héros, qui doit gérer une équipe de misfits, essayer de faire en sorte d'aller sauver la veuve et l'orphelin avec une équipe qui n'a pas franchement envie de travailler ensemble et avec toutes leurs petites spécificités. Le tout est doublé avec, je crois qu'il y a Aaron Paul dedans, dans un des personnages principaux. Il y a des grands noms aussi derrière, et voilà, moi j'avais adoré la démo, j'avais pleuré juste parce que c'était trop court, j'en voulais encore. Il va falloir que j'attende le 22. Voilà, donc un peu d'attente. On a aussi Plants vs Zombie Replanted, parce que bah oui, pourquoi pas aller rechercher un jeu qui a déjà fait couler beaucoup de billets le 23 octobre. Et on a... je vais glisser. Non, pas Dora l'exploratrice, je suis désolé. Ça, c'était là pour la blague. Shipper, Outer arrête Worlds- de shipper. Exactement. Outer Worlds 2 qui sort le 29 octobre. Dragon Quest 1 et 2 Remake qui sort le 30 octobre.
On a Mortal Kombat Legacy Collection avec tous les Mortal Kombat dedans le 30 octobre aussi. C'est pareil, ça, ils en sortent un tous les mois aussi, non? J'ai l'impression qu'il y a Non, 3000 non, Mortal ça- Kombat moi, qui sont sortis. Non, ça va, il n'y a pas tant que ça finalement. Ah ouais. Ouais, non, c'est encore assez sage par rapport à Pokémon. On a Ark Raiders, qui est un jeu donc, de survie extraction en joueur contre environnement et contre joueur aussi, qui se passe dans un futur science-fiction assez 70s dans les inspirations. Et moi j'ai hâte de tester la bêta ouverte, je crois que c'est dans le 12 ou 19 octobre. Donc ils vont tester, ils vont ouvrir à tout le monde. Donc c'est même pas sur inscription, c'est en gros venez si vous voulez et on va tester voir si les serveurs tiennent. Donc bon chance, hein, comme dirait l'autre. Et on finit par, allez juste pour la blague, il y a un pas de patrouille qui sort le 31 octobre 2025. Voilà, c'est Pas de patrouille, pas de patrouille. pas de patrouille. C'est ma sélection parmi les 53 jeux recensés en dehors de tout ce qui est jeux indépendants. Donc en gros, vous pouvez faire à peu près x10, voire x100 à peu près sur les sorties sur le mois d'octobre. Donc bonne chance à vous aussi. Moi je vais essayer d'en trouver 2-3 histoire de jouer un peu. En plus du Lego Party Game qui sort là demain le 30 septembre. Mais bon, c'est septembre. C'est quoi, c'est un Mario Party version Lego? Exactement. C'est exactement ça. Il n'y a Et c'est pas pour plus que que je ça. non, il n'y a pas plus que ça, mais j'ai regardé ça des suffit. vidéos et ça a l'air franchement cool. Il y a un peu de gestion parce qu'il y a des commentateurs et les commentateurs vraiment se fixent sur ce que tu fais réellement. Donc ils ont un peu géré des... pas générer, mais gérer des doublages bien drôles pour essayer de coller à l'action. Et pour moi, c'est l'univers des Lego, c'est du Mario Party. Je vois pas comment on peut se tromper, quoi. Ça peut être que fun. Donc j'ai hâte demain. Je pense que je vais l'acheter. Je crois qu'il est à 26 euros. Donc c'est pas non plus encore le jeu le plus cher du monde. Non, ça va. Voilà, j'ai fait moins que ce que j'avais dit. T'as Ah vu oui, c'est clair, j'allais dire. Du coup, Maintenant, t'as je peux effectivement tomber. pas fait les 53. Non, j'ai pas fait les 53, mais bon, voilà. Je pense que tout le monde a déjà à peu près la liste des jeux qu'ils veulent. Et si jamais j'en ai oublié, venez râler sur les réseaux sociaux, comme ça fait de l'interaction, c'est cool. Râlez-nous dessus. Râlez-nous dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on va passer donc du côté... je me suis perdu. Du côté d'Olivier à nouveau avec ton récap. Oui, alors... Il moi, a je vais vous changé parler- son récap. Bah non, j'en ai mis qu'un. Et c'est... Non, il y en a J'en un vois autre. deux. J'ai fait double. Moi, je vais vous parler d'un livre que je viens de terminer qui s'appelle L'Enfer des Ombres de Frank Slaughter. Alors, je connaissais pas du tout cet auteur. Il est bouché aussi. Pardon? Il est bouché aussi, non? C'est un vrai massacre. Et en fait, c'est un roman que j'ai lu un peu par hasard, que j'ai trouvé chez mon grand-père et que j'ai ramené. Et voilà, je savais absolument pas ce que j'allais lire. Et en fait, je suis tombé dans une sorte de romance qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, c'est l'histoire d'un chirurgien qui, en fait, travaille des techniques de lobotomie chirurgicale pour essayer de calmer des patients les plus agressifs. Et donc ça se passe, je sais plus exactement quand est-ce que ça se passe, mais ça se passe à une époque où dans les hôpitaux psychiatriques on faisait beaucoup d'expérimentation sur les pauvres gens, sur les pauvres patients. Donc c'est voilà, donc lui sait que sa chirurgie n'est pas forcément la panacée, mais pour l'instant c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour calmer des gens qui deviennent violents à cause de leur maladie mentale. Et en fait, il se trouve qu'il y a une femme qui va faire interner, et il va tomber amoureux de cette femme. Et donc, comme son programme de lobotomie marche très bien,
le directeur de l'hôpital décide que il va devoir lobotomiser cette femme, et donc il se dit mais non, mais en fait il faut que je trouve une autre manière de la soigner, et il a très peu de temps pour le faire puisque il a une date butoir qui est la date de l'opération. Voilà, c'est une histoire d'amour entre un chirurgien et en même temps il va apprendre, il va notamment se plonger dans les médicaments, il va notamment se plonger dans la psychiatrie, il va essayer beaucoup de choses, et donc c'est vraiment le parcours pour voir s'il va réussir à sauver cette femme, et en même temps à révolutionner le parcours psychiatrique des patients internés. J'ai trouvé ce roman très très bien écrit, et vraiment je trouve que l'histoire entre les deux, le fait que il y ait cette histoire d'amour, ça donne encore plus de force aux expérimentations de ce chirurgien. Et vraiment, et en même temps, ça montre aussi que déjà à l'époque, il y avait des intérêts, notamment au niveau de l'État, qui n'étaient pas forcément l'intérêt des patients, mais plus des intérêts économiques. Donc voilà, je trouve que c'est un livre qui pourrait très bien être adapté soit en film, soit en série, parce que c'est un vrai page-turner. Je trouve que c'est des personnages qui sont très forts. Il y a toute une galerie de personnages, parce qu'il y a tous les autres médecins alors il y a à la fois les psychiatres, à la fois les aides-soignants, à la fois et en même temps voilà, il y a une espèce de guerre de clan qui se crée au milieu de l'hôpital, parce qu'il y en a qui veulent continuer les lobotomies, d'autres qui veulent d'autres qui veulent les arrêter et trouver d'autres moyens de soigner. Donc voilà, il y a plein de choses dans ce roman, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire, et je savais pas dans quoi j'allais tomber, et en fait voilà, c'est un super roman que je vous conseille. Et sinon, au cinéma, je suis allé voir Une bataille après l'autre, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui est... Le regard de Sarah. C'est ça qu'il a rajouté, parce que je l'avais mis Ah non, parce non, que... je l'ai mis dès le début. D'accord. Et vous pouvez partager. C'est pas grave, on peut en parler tous les deux. Voilà. Parce que moi, j'ai pas vu. Mais Paul, alors moi je peux juste vous présenter rapidement Paul Thomas Anderson, parce que c'est probablement le réalisateur contemporain que je préfère. Pour moi, il a fait le chef-d'œuvre du XXIe siècle jusqu'à présent, qui est There Will Be Blood, qui est une espèce de fresque de la naissance du capitalisme aux États-Unis, qui est absolument vertigineuse, qui est... Et non pas un film sur le syndrome prémenstruel. Non. C'est ça pourrait. Et c'est lui qui avait fait Phantom Thread, qui se passait dans le milieu de la mode, et c'était sur les rapports de pouvoir entre un couturier très célèbre et sa femme, qui est aussi sa muse, qui était un film absolument troublant. Et alors moi qui n'y connais rien à la mode et qui en a strictement rien à faire, ça m'avait fasciné, parce que c'était vraiment un film d'une psychologie absolument incroyable. J'étais ressorti de là vraiment chamboulé. C'est lui qui avait fait Magnolia aussi, qui avait fait Boogie Nights, qui avait fait Punch Drunk Love. Donc voilà, c'est un géant du cinéma. Et donc là, il nous sort un nouveau film qui est sur des plates-bandes qu'il n'a pas eu l'habitude de nous proposer, puisque en fait c'est l'histoire de deux révolutionnaires d'un groupe qui s'appelle French 75, si je me trompe pas, et qui en fait c'est des activistes américains qui aident des sans-papiers qui sont internés dans des camps à s'échapper, qui posent des bombes un peu partout pour saboter, voilà, enfin c'est vraiment des activistes très actifs. Et donc on les suit, et sauf qu'ils ont à leur trousse un militaire qui a été victime
une des victimes de leur sabotage et qui leur en veut terriblement. Et en fait, l'histoire va durer sur plusieurs années et il y a un moment donné en fait où ils vont avoir un enfant et ils vont, enfin, il y a une partie de la famille qui va se ranger des bagnoles et sauf que le militaire, lui, il en a rien à faire, il veut absolument les retrouver et donc il y a une course-poursuite qui s'engage entre eux et ce militaire très très méchant. Qui est joué par Sean Penn et qui a une tête, enfin une coiffure. Je sais pas si même pour rigoler, j'oserais porter ce genre de coiffure. Mon Et ex-boss, donc, il voilà. avait la même coupe. Ah ouais. Mon ancien chaud. PDG chez Sony. Putain, Ouais, ça c'est chaud quand même. ouais, je sais. Parce que là vraiment sa coupe c'est presque un crime contre l'humanité quoi. Donc il faut voir la tête qu'il a. Et donc voilà, donc là cette fois-ci PTA, donc pour Paul Thomas Anderson comme on l'appelle de manière plus brève, livre un film qui est beaucoup plus du côté du divertissement puisque c'est une grande course-poursuite, beaucoup moins psychologique que ses précédents films. Moi personnellement, je trouve ça hyper brillant. J'ai quelques jeux d'acteurs, moi, qui me dérangent un peu, comme celui de Leonardo DiCaprio et Sean Penn. Je trouve qu'ils en font trop. Je trouve que je les vois toujours jouer. Par contre, je trouve les deux, la mère et la fille, absolument brillantes. Sachant que celle qui joue la mère, c'est une chorégraphe danseuse, je crois, et qui a un body language qui est vraiment assez étonnant et qui est hyper cinématographique. Après, je trouve que ça dure 2h42. Honnêtement, en ressenti, ça fait 1h30. Il se passe plein de choses, ça se passe sur plusieurs années, il y a énormément d'actions, il y a une course-poursuite en plein désert qui est un truc qu'on n'a jamais vu. Enfin voilà, c'est vraiment en termes de divertissement pur et de divertissement politique évidemment, parce que ça parle, enfin ce militaire et et l'image de cette Amérique fascisante. Mais ça reste un gros divertissement, c'est-à-dire que il a vraiment voulu vraiment aller dans un univers qu'il a jamais qu'il a jamais fait et ça fonctionne très bien. Après, moi, je trouve que ça n'a pas l'envergure d'un There Will Be Blood, ça n'a pas l'envergure d'un Magnolia. Ça reste dans sa filmographie parmi ses films les plus alors c'est les plus accessibles mais aussi les moins c'est pas forcément un film qui va me rester en tête tout le temps, alors que certains de ces films je les considère vraiment comme des chefs-d'œuvre du XXIe siècle quoi. Donc un grand film qui met une grosse claque à plein de blockbusters qu'on a pu voir ces dernières années. Mais faut pas s'attendre à avoir le plus grand de PTA, voilà. Mais par contre, super moment de cinéma, quoi. Ok. Et donc, Sarah, tu veux directement enchaîner là-dessus ou tu le refais après? Non, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter, du coup, j'en parlerai pas. D'accord. Mais on va peut-être passer à la reco d'Élodie, surtout. Exactement. Exactement. Avec du jeu, avec des Cro-Magnons. Oui, alors est-ce que vous avez déjà oublié un truc super important, genre vraiment vital, genre, je sais pas, les clés, le four allumé, ou pire, votre mot de passe de crypto. J'ai oublié de Imaginez, respirer une fois. ça a duré combien de temps? Moi, Je recommande pas. à chaque fois que je descends prendre mon vélo ou mon scooter dans le parking, j'oublie tout le temps le bip, donc je remonte toujours. Mais c'est bien parce que ça te fait faire du sport. Ça me fait perdre du temps, surtout. Oui, c'est vrai. Mais imaginez maintenant que vous êtes un homme préhistorique et que vous avez oublié de garder le feu allumé pendant la nuit. Résultat, bannissement direct de la tribu, pas de débat, pas de deuxième chance, juste va chercher du feu et reviens pas tant que tu l'as pas trouvé, quoi. En fait, ça c'est le point de départ de Fire Hung's Quest. Alors Hung's, ça s'écrit H-E-U-N-G-S.
UNGH''S. C'est un petit jeu complètement barré, mais ultra attachant. Alors vous allez encore dire un H de trop. C'est UNGHS. Oui. Il y a pas de... Parce que Hung, J'ai dit oui. le mot anglais. Oui, bon. C'est un prénom de la préhistoire, écoutez. Le jeu a été développé par Daedalic Entertainment, donc les pros des jeux narratifs un peu perchés. C'est sorti en 2015, oui, je sais, ça date pas d'hier. C'est sorti sur PC, mais depuis, le jeu a fait son petit bonhomme de chemin. Il est disponible à peu près partout. Vous pouvez très bien y jouer tranquille sur le canapé, dans le métro ou sur les chiottes. 99 centimes en ce moment jusqu'au 6 octobre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est très rentable comme jeu. Le pitch est aussi simple que son héros. On incarne Hung, un néandertal qui s'endort pendant son tour de garde. Il laisse le feu s'éteindre et se fait lourder du coup. Et pour se racheter, il part donc en quête du feu. C'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Il n'y a que des mimiques, des grimaces et des grognements. Et franchement, c'est un parti pris qui marche super bien. Côté gameplay, on est sur du pur point and click. Vous cliquez, vous combinez des objets, vous résolvez des énigmes souvent absurdes, parfois un peu tirées par les cheveux, mais c'est toujours très rigolo. Et en tout cas, c'est toujours sans un seul mot. Le jeu fait tout passer par l'animation, par le son et par l'expression du personnage. On comprend exactement ce que pense Hung alors qu'il fait juste je l'imite très bien. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ce qui est cool, c'est que c'est hyper intuitif. Il n'y a pas besoin de tuto, il n'y a pas de HUD qui prend la moitié de l'écran. C'est fluide, c'est léger. On se prend vite au jeu et vous êtes juste là à cliquer sur des champignons géants, à faire peur à des dodos et à gratter la tête du personnage en espérant qu'il trouve une idée. Graphiquement, c'est tout doux, c'est très mignon. C'est un jeu qui est dessiné à la main avec des couleurs vives. Il y a des décors super détaillés. C'est vraiment dans un esprit cartoon. Et chaque niveau ressemble à une petite planche de BD vivante. En fait, à chaque fois, vous avez un tableau dans lequel vous pouvez vous déplacer à 3 endroits différents. C'est assez simple, mais c'est super joli et il y a un vrai soin dans la direction artistique. Et même si c'est la préhistoire, en fait, on s'y sent bien, c'est chaleureux, c'est drôle et c'est plein de petits détails qui font sourire. Côté son, c'est pareil, il n'y a pas de dialogue comme je disais, mais il y a des bruitages marrants, il y a des grognements ultra expressifs et une petite musique tribale légère qui vous accompagne tranquillement tout au long. Il n'y a rien de grandiloquent, mais tout est parfaitement à sa place et il y a un niveau musical qui est vraiment trop bien. Alors, dans les points forts, clairement, c'est l'humour visuel, parce que franchement, ça fait longtemps qu'un jeu m'avait pas fait autant marrer juste avec des animations et des idées un peu farfelues. Et le fait qu'il soit 100% muet, c'est pas un frein. Justement, c'est un vrai atout parce que ça le rend universel et très accessible. Côté petit défaut, si on veut être honnête, c'est que le jeu est très court. Il dure 2 heures, 3 grands max si vous galérez. Mais voilà, moi je l'ai fini en un peu plus de 2 heures, mais parce qu'en fait je me baladais, je regardais les animations, ça me faisait marrer. Et puis forcément il y a certaines énigmes qu'on résout un petit peu au pif, surtout quand la logique est, disons, préhistorique. Genre, tiens, si je file une pastèque au ptérodactyle, il va me donner une torche. Voilà, faut pas trop chercher, mais c'est pas non plus le genre de jeu où vous allez vous perdre pendant 30 minutes à pas savoir quoi faire. En fait, vous êtes assez guidé puisque vous savez sur quoi vous pouvez cliquer, sur quoi vous pouvez interagir et vous avez donc... c'est assez limité dans les choix, donc au bout d'un moment, vous arrivez à trouver sans trop vous perdre, quoi. Voilà, donc honnêtement, c'est le genre de jeu qui fait vraiment du bien. C'est léger, c'est drôle, c'est joli, ça se prend pas au sérieux. Si vous aimez les point and click, les jeux d'énigmes et pas trop prise de tête ou juste les trucs un peu décalés, donc Fire Hung's Quest, c'est fait pour vous. Si vous êtes plutôt team gros jeu AAA de 80 heures avec 6 arbres de compétences, justement, prenez ça comme une petite pause café ou un grog, enfin ce que vous voulez, quoi. Grog, c'est le cousin de Hung. Oui, tout à fait. Vous le voyez à la fin quand vous lui ramenez le feu. Et donc, c'est un super jeu. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, effectivement, pas pour sa profondeur d'esprit, mais ça a vraiment été un plaisir d'y jouer. C'est une vraie petite pépite à sortir quand vous avez besoin de sourire. Et franchement, ça change des jeux où tout est gris et tout le monde veut tuer tout le monde. Donc, pour info, effectivement, c'est disponible à peu près partout. Comme le disait Fred, donc sur Steam, il est à 99 centimes. Et en vrai, ça va pas bouger parce qu'en fait, ça fait des siècles qu'il a ce prix-là, même si la promo, elle s'arrête, ils la remettent juste après. Donc, comptez environ
seulement 2 heures de jeu et c'est Peggy 3, donc vous pouvez y jouer avec les petits humains sans souci. Ça marche très bien d'ailleurs. Ouais, donc voilà, si vous aussi vous voulez partir à la recherche du feu ce week-end, bah, pensez à moi et n'oubliez pas de le surveiller, le feu. Oui, il faut le surveiller. Je vais sauter sur l'occasion du côté dessiné à la main, parce que moi, c'est très rapide. J'ai découvert, alors totalement par hasard, en voulant parler de Happy Tree Friends. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé. Voilà. Absolument horrible, dont j'ai une peluche du lapin, que quand tu tires la tête, tu vois sa colonne vertébrale, etc. C'est assez rigolo. Et donc, j'expliquais à quelqu'un qui ne connaissait pas. Et en fait, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait un épisode où il parlait d'un jeu qui s'appelle Crackpet The Show. Donc, déjà, le jeu le nom est drôle. C'est des animaux complètement coquets. Et non pas coquères. Et non, effectivement. Et Happy Tree Friends fait partie d'une update gratuite du jeu, parce que le jeu, pour l'instant, il est à 3€ sur Steam. Et c'est un jeu de quoi ? C'est un jeu de tir, un peu roguelite. Donc tu avances, tu tires sur les peluches, les animaux mignons, etc. de façon assez horrible. Et puis quand tu meurs, tu gagnes des points d'expérience. Et à chaque fois que tu recommences, c'est de plus en plus fort, tu as de plus en plus de capacités. Le tout dans un truc très très coloré, très dessiné à la main, mais avec l'esprit Happy Tree Friends. Donc faut s'attendre à ce qu'il y ait des yeux qui soient transpercés, des trucs comme ça, dans la joie et la bonne humeur. Miam, 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 miam. Voilà. Mais bon, c'est en complément de Fire, pourquoi pas. Moi, c'est beaucoup plus mignon, juste mignon, personne ne meurt. Mais on peut y jouer à plusieurs en écran partagé. Et ça, encore une fois, c'est très très important, c'est de plus en plus rare. Voilà. Mais le jeu, il a 3 ans, donc, et ça tient très bien, et ça marche aussi sur Steam Deck si vous l'avez. On va donc terminer avec toi, si je ne me trompe pas, Sarah, avec ton récap. C'est ça. Un récap sérieux, ma foi, puisque pas de télé-réalité là, ces derniers temps, à part la Is Blind, mais j'en ai déjà parlé. Non, j'ai commencé Task, la nouvelle série HBO Max qui vient d'arriver avec Mark Ruffalo et un casting d'acteurs dont on connaît tous les têtes et dont on n'arrive pas à mettre le nom sur les visages. C'est plutôt pas mal. C'est pour le pitch rapidement, l'histoire, alors je sais pas dans quel état des États-Unis ça se passe, mais un espèce d'endroit un petit peu reculé à la Justified pour ceux qui ont vu, ou à la Sons of Anarchy, où le trafic de drogue prévaut. Et c'est une équipe c'est un papa qui se retrouve célibataire ou à gérer les enfants de son frère, enfin je sais pas quel truc. Bref, qui doit monter une équipe parce qu'ils n'ont pas de thunes et donc ils vont faire des cambriolages et forcément les cambriolages vont partir en vrille. Et en parallèle à ça, c'est des cambriolages qui sont des home invasions très, très violentes. Et à côté de ça, il y a Mark Ruffalo qui est un ancien prêtre qui travaille au FBI, qui du coup va être dépêché en field agent, en agent spécial pour gérer justement ces cambriolages. Donc c'est assez sombre, il y a une grosse vibe. Alors il y a un groupe de bikers, il y a des trafics de drogue, donc c'est pour ça que je parlais de Justified et de Sons of Anarchy, parce que c'est une grosse vibe ça, et Ozark aussi un petit peu, que j'avais jamais fini, mais qu'il faudrait que je finisse d'ailleurs. Et pour le moment, franchement, alors je n'ai vu que 2 épisodes, mais c'est très prometteur. Donc à voir, pour l'instant il n'y en a que 4 qui sont dispo sur HBO Max, donc très bonne surprise pour l'instant. C'est des épisodes longs, hein, à la HBO, 1 heure quasiment, donc très bien. Et ensuite 2 films que j'ai vus. Le premier c'est Sirat, dont j'avais pas parlé la semaine dernière, et que j'avais... Sirat, je sais pas comment on prononce, que j'avais été voir en salle il y a quelques semaines, qui est un petit peu la grosse claque dont tout le monde parle là, à la rentrée de Cannes. Moi je l'avais loupé à Cannes, donc j'attendais vraiment de le voir, qui est un bon film, assez surprenant, mais personnellement j'ai été un peu déçue. Pareil, le pitch rapidement, c'est l'histoire d'un père dont la fille a disparu, qui va aller en road trip dans le fin fond du Maroc pour suivre des espèces de teufs clandestines qui sont organisées. Alors c'est vraiment au sud du Maroc, parce que je crois que c'est à la frontière avec la Mauritanie. Et donc qui est dans le désert à la recherche de sa fille, et qui va suivre des jeunes de fête en fête pour essayer de trouver sa fille.
Et il va se rattacher à un groupe notamment, et il va se passer des choses pas très fun. Donc c'est assez prenant hein, comme film. La BO est assez intéressante et très intense parce que c'est vraiment de la grosse musique techno tout du long, etc. Il y a beaucoup de surprises qui sont très marquantes. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens en sont sortis assez bouleversés, pour pas raconter ce qui se passe. Maintenant, j'ai été quand même assez déçue. Je pense que si je l'avais vu en même temps que tout le monde à Cannes, j'aurais pas eu cette déception de, comme d'habitude, les gens encensent les trucs à tel point que tu t'attends vraiment à un chef-d'œuvre et t'as toujours une petite déception. Donc je suis un peu restée sur ma faim là-dessus. Mais c'est quand même un film à voir, et surtout à voir au cinéma, parce que c'est une expérience à vivre, je pense, plus en salle sur grand écran que à la maison. Et en parlant de films à la maison, j'ai regardé pour la première fois, parce que chez Seriously, mon équipe a décidé de se lancer un nouveau challenge, de regarder on a 2 semaines pour regarder un classique qu'on n'a jamais vu, sinon on paye le petit-déj à tout le monde. Donc j'ai regardé The Descent pour la première fois hier, que je n'avais jamais vu, qui est un film d'horreur culte des années 2000. Je sais pas si vous l'avez vu, Fred et Elodie. Ouais. Fred, tu l'as vu toi? Non. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes femmes, donc c'est un film d'horreur britannique, c'est un groupe de jeunes femmes qui vont aller faire de la spéléologie et qui vont se retrouver au fin fond d'une caverne paumée dans un état américain, et il va leur arriver des trucs pas cool. C'est assez gore. J'ai pas eu super peur, mais parce que j'ai pas trouvé les monstres très effrayants, à vrai dire. C'est tendu. C'est surtout beaucoup de tension, voilà. C'est surtout beaucoup de tension, et surtout, en fait, la partie, entre guillemets, horreur pure et dure avec les monstres arrive vraiment quasiment à la fin, en fait. Tout se construit au fur et à mesure sur la visite des grottes, des caves, comment elles se retrouvent bloquées. En fait, je me suis même demandé à un moment, mais est-ce qu'il va y avoir des monstres, ou en fait, est-ce que c'est un film sur la spéléologie, genre 127 heures, quoi. Mais j'ai trouvé ça bien, franchement, c'est un petit film vibes des années 2000, pur et dur. Ça faisait plaisir de voir aussi un groupe de meufs badass, parce que pour l'époque c'était quand même assez rare. On était plus sur la période des American Pie et compagnie, avec des nanas un peu écervelées qui faisaient les cheerleaders, et là du coup c'est bien, je trouve, de voir des nanas un peu badass qui font autre chose que juste se maquiller le week-end, et qui font donc de la spéléologie. Et non, franchement c'était 1h30, pas mal du tout, voilà pour mon petit récap. Et alors pour terminer, niveau cinéma, je viens de voir qu'un nouveau film Les Simpsons est prévu pour le 23 juillet 2027. Ouais. Donc, 20 ans après le précédent, non? Ça exactement. Ouais. Spider cochon. Et voilà. Et donc, ça va coïncider avec la 40e saison, si je ne me trompe pas. Et il y a de grandes chances que ce soit la dernière. Ah ouais, tu crois? Ça pourrait boucler, quoi. Dire, bon voilà, on a fait un film, maintenant c'est bon. Bon, je sais pas, puis, si ça continue de marcher, je sais pas pourquoi ils arrêteraient. Je sais pas si ça marche encore. Sur Fox, ça continue, hein. En tout cas, sur Disney, dès que ça arrive, c'est bien mis en avant et tout. Donc, je pense que ouais. Hein. À voir. 40 ans, quoi. Comme les Feux de l'amour. C'est pas plus que ça, des Feux d'amour? Il y a juste beaucoup plus d'épisodes, mais en termes de. C'était pas 50 ans? Bah, si, mais je veux dire, c'est long, quoi. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est 50 ans, voilà. C'est ça. 50 saisons, les Feux de l'amour. Ouais. Épisode 9316, du 29 septembre 2025. Allez, j'aime faire un binge-watch, moi. Mais est-ce que Victor Newman est encore parmi nous? Il est mort, non? Je crois qu'il est mort, hein. Ah oui, il est mort. Eric Braden? Ouais. Oui. Il n'y a pas... Non, il est pas mort. Il est pas mort. Il est pas mort du tout. Il est mort, alors. Mais qui est mort, alors? C'est Kiki. Eric Braden est toujours parmi nous, hein. Et je sais pas s'il joue encore dans les Feux de l'amour, mais... Effectivement. Mais il a... Ouais, non, je sais pas, par contre. Mais 84 ans. Il joue depuis 1980, donc... Quasiment le début. Bah, il est en... Eh ben, dis donc. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Non, il est pas mort. Et on termine comme ça cet épisode sur « Ah ben dis donc, il est pas mort. Ah bah c'est fou. » Je suis sûre que ça nous est déjà arrivé plein de fois. Oh oui, attends. Le nombre de fois où on dit « Ah si, il est mort. » Non.
Voilà la preuve. Bon, en tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cet épisode 44, où, je rappelle, il y avait la recommandation musicale. En fait, c'était niveau musique, voilà, il y a 2 musiques, presque 2 JV, parce que globalement, je fais une mini reco. Mais donc, on a Nicolas Kerr, on a Deftones, c'est son album Private Music, on a Fire Hung's Quest, et puis vous avez de quoi faire aussi niveau sortie jeux vidéo, et puis plein d'autres choses. On vous souhaite en tout cas une bonne écoute, une bonne semaine, de bonnes recos culturelles et surtout... Bonne Jovi! Bonne journée.